Bien, bonjour et bienvenue pour ce grand thème CEO, le monde informatique dédié à l'IA. Nous allons aujourd'hui, une nouvelle fois, parler d'IA, d'essayer de démystifier l'IA, de voir aussi l'IA appliquée réellement en entreprise. Là, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on a vu l'émergence de ChatGPT, des LLM, de l'IA générative. On va voir un petit peu concrètement dans les entreprises où on en est. Et on va terminer sur un volet un peu plus sur les aspects de frugalité, d'éco-responsabilité et de souveraineté. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Luc Julia. Bonjour Luc. Bonjour. Alors, on doit vous le répéter souvent dans votre carrière, à chaque interview, vous êtes co-créateur de Siri, hein, l'assistant vocal d'Apple. C'est vraiment une marque de fabrique. Vous avez été aussi CTO dans différentes structures, chez HP, chez Samsung, directeur scientifique chez Renault, et puis vous êtes auteur, vous avez participé aussi, vous avez participé au sommet de l'IA, vous intervenez sur les plateaux. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une référence de l'IA, Luc? Ouais, on dit que je suis le pape de l'IA, donc Le je pape. ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Alors, Mais le pape. Alors, est-ce que l'IA est une religion? On pourrait partir sur un autre sujet. Au monde informatique CIO, on en parle de l'IA depuis des années, mais depuis 2 ans et demi maintenant, on en parle, c'est sur toutes les lèvres. Il y a beaucoup de fantasmes sur l'IA. On parle, il n'y a pas en plus une IA, il y a des IA. Quel regard vous portez au bout de, je dirais, 2 ans et demi d'euphorie là, sur l'IA qui n'est pas finie, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui encore? oui, on continue à en parler, on va continuer à en parler encore longtemps. C'est vrai que depuis 2 ans et demi, avec les IA génératives qui sont apparues fin 2022 pour le grand public, même si ça a été créé vraiment dans les années 2017-2018, mais c'est apparu avec ChatGPT, vraiment à la fin novembre 2022. C'est une Donc, démocratisation et de rendre intelligible l'IA au grand public. voilà, et donc ce qui fait, en fait, quand on regarde bien ce que c'est, en fait, ces IA, c'est un héritage des IA précédentes. Depuis une trentaine d'années, les IA sont des IA statistiques. Avant ça existait aussi, hein, puisqu'avant ça, c'était des IA logiques. Donc les systèmes experts, pour les plus vieux d'entre nous, on se rappelle que les systèmes experts étaient à la mode dans les années 60, 70, 80, 90. Et à partir des années 90, donc c'est les IA statistiques, machine learning, deep learning. Alors, on en parlait, on en faisait, c'était reconnu, mais c'est vrai qu'on en parlait moins qu'aujourd'hui parce que sont arrivées ces IA génératives, donc vraiment en 2022. Et pourquoi, même si c'est qu'une évolution des données, finalement, parce que c'est plus de données, plus de capacité de calcul, mais on en parle vraiment pour une raison, c'est le prompt. Parce que ce fameux prompt, dans lequel vous pouvez mettre n'importe quoi en langage naturel, vous pouvez maintenant accéder à ces IA d'une manière tout à fait simple, sans être un informaticien, sans être un data scientist, sans avoir aucune notion en fait de ce que c'est que les IA. Ce qui est bien et pas bien. Parce que ce qui est bien, parce que ça nous permet effectivement d'avoir accès relativement facilement à toutes les capacités de ces IA, ce qui n'est pas bien parce que ça nous permet de faire des grosses bêtises aussi avec ces IA. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore, il faut démystifier, c'est-à-dire que depuis 2 ans et demi, c'est l'euphorie, hein, c'est Ouais. le buzz, c'est l'euphorie, c'est dans tous les sens. Il y a autant de promesses, je dirais, que de peur sur l'IA. Ouais. Est-ce que vous voyez que c'est en train un peu de se structurer, qu'on est en train de garder la raison un peu sur Non, sur ce sujet? je pense qu'on continue à dire beaucoup de bêtises. D'accord. Donc, Quel type de bêtises, par exemple, vous voyez se dire par aujourd'hui? exemple, moi, ce qui m'énerve particulièrement, et je viens d'écrire un bouquin là-dessus, c'est quand on dit que l'IA est créative, que l'IA crée. Et un raccourci qu'on fait assez souvent, on dit l'IA a créé ça. Non, Elle reproduit. l'IA n'a rien créé du tout. L'IA n'a fait que générer. Comme son nom l'indique, les mots ont un sens. Donc on a appelé ça IA générative. Pour une fois, on ne s'est pas trompé de nom. Donc utilisons les mots correctement. Ça génère à partir des idées que moi, je vais avoir, moi, je vais créer à travers le prompt et je vais pouvoir effectivement créer des choses extraordinaires que l'IA va générer. Donc, à propos des fantasmes, et vous l'avez dit très bien tout à l'heure, c'est pas une IA. Parce que c'est un autre problème de vocabulaire qu'on a, on dit Les l'IA. désirs. Ouais. Bah, c'est pas l'IA. On n'est pas. Si on parle de l'IA, on parle de Hollywood, en fait. On parle de l'IA science-fiction, celle de Terminator qui fait peur et qui va tous nous tuer, ou celle de Her dont on va tomber amoureux. C'est pas ça l'IA, d'accord? Donc si j'ai à donner la définition d'une IA, je veux dire qu'une IA, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a une multitude d'outils, et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, je vais dire les IA.
C'est une boîte à outils, quoi. C'est une boîte à outils, et donc à l'intérieur de cette boîte à outils, on a des IA aussi différentes qu'on a le marteau, la scie, le tournevis. Et donc ces IA sont des IA plus ou moins spécialisées dans des domaines particuliers, et donc elles font le job pour ça. Et ce sont des outils. Et qu'est-ce que c'est que la définition d'un outil? C'est quelque chose qui est utile. C'est quelque chose qui va être meilleur que moi. Il y a un autre truc qui m'amuse énormément quand j'entends les gens parler d'IA, c'est l'IA va être plus intelligente que nous. Mais j'ai un scoop pour vous. En fait, l'IA est plus intelligente que nous pour le domaine particulier pour lequel l'outil a été fait. Par définition même de l'outil, l'IA est meilleure que moi, comme le marteau est meilleur que moi pour planter le clou. Et on pouvait voir l'IA halluciner beaucoup. On a l'impression que ça s'améliore un peu. Ça s'améliore parce qu'on est en train de comprendre qu'il faut faire en sorte que ces IA soient beaucoup plus spécialisées. Quand on va regarder les IA génériques, ChatGPT, Gemini, etc., tant qu'elles sont génériques, elles vont halluciner, elles vont faire des erreurs. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, ce qu'on ne comprend pas, ce qui est très difficile à déterminer, c'est la pertinence de ces IA. Et c'est difficile à déterminer parce que en fait, ces IA sont sympathiques, dans le sens où elles vont répondre ce que vous leur demandez. Si vous demandez à une IA aujourd'hui, montre-moi que la Terre est plate, elle va vous montrer que la Terre est plate. Petit à petit, on peut la faire aller vers une Exactement. Terre plate. Oui. Et donc, au bout d'un moment, et on s'est amusé à faire ça dans les années, enfin à la fin de l'année 2022, on s'est amusé à dire à l'IA, combien fait 2 plus 2 Et l'IA disait, ça fait 4. Oui. Et vous répondiez, ben non, ça fait 5. Et l'IA répondait, ben oui, ça fait 5. Donc, on leur fait dire absolument ce qu'on veut, donc avec justement ces dialogues, parce que ces IA sont là pour vous faire plaisir. Mais le problème, c'est qu'effectivement, du coup, elles sont pertinentes pour ce que vous demandez, parce qu'elles vont répondre ce que vous avez envie qu'elles répondent. Par contre, on peut arriver à calculer la vraie pertinence. Et donc, comment on va calculer la vraie pertinence de ces IA? C'est assez compliqué, en fait, mais l'Université de Hong Kong, en février 2023, a fait un test qui est très intéressant, où ils ont pris des millions de faits communément acceptés comme vrais. 2 plus 2 égale 4. C'est communément accepté comme vrai. Et donc, ils ont pris des millions de faits et ils ont demandé à l'IA, est-ce que c'est vrai? Si l'IA dit c'est vrai parce que c'est vrai. Si l'IA dit c'est faux parce que c'est vrai. Okay, donc du coup, à la fin, on compte, et le chiffre qui sort, c'est 64%. 64%. Ça veut dire que 36% du temps, ça veut dire qu'un fait vrai est faux. Et c'est statistique. Donc c'est jamais exactement les mêmes faits qui sont vrais et qui sont faux. D'accord? Donc ces IA racontent n'importe quoi, elles n'ont aucune notion de la vérité, du vrai, du faux. Est-ce qu'on peut hacker l'IA? C'est-à-dire petit à petit d'aller lui injecter de la fausse information pour la hacker, quoi. Alors, on peut hacker l'IA, c'est un peu difficile de hacker le modèle lui-même. Maintenant, on peut changer les modèles. Oui, mais à la base, c'est de la data. Donc du coup, mais c'est de la data, mais c'est de la data qui est transformée dans des modèles. Et donc, ça met énormément de temps pour créer ces modèles. Parce que vous avez un truc comme ChatGPT, par exemple, c'est 1200 milliards de paramètres. 1200 milliards de paramètres, c'est beaucoup. C'est tout Internet, en fait. D'accord ? Donc, vous avez ces modèles qui prennent énormément de temps à être créés. D'accord ? Et donc, une fois que le modèle est créé, c'est difficile de le changer. Maintenant, on peut faire deux choses. On peut faire ce qui s'appelle du fine-tuning, donc où je vais entrer mes propres données. Et quand je vais entrer mes propres données, je vais en fait orienter l'IA vers des choses qui sont des trucs qui m'intéressent et qui sont des choses dans lesquelles je vais avoir confiance, parce que je vais juste orienter sur ces données-là. Et l'autre chose qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle du RAG. Et le RAG, c'est pas autre chose que changer la fenêtre de recherche, en quelque sorte, pour aussi orienter l'IA dans le sujet vers lequel je veux l'orienter. Et notamment en entreprise sur des modèles bien précis. Exactement. Et donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on voit de moins en moins d'hallucinations et d'erreurs, parce qu'on voit de plus en plus d'IA qui sont spécifiques et qui sont de moins en moins génériques. Alors vous pilotez aujourd'hui, vous êtes président de la Software République. Alors est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qu'est la Software République? La Software République, c'est un GIE, donc un groupement, je ne sais même pas comment dire, interentreprise, qui réunit 7 grosses entreprises du CAC 40 globalement. Donc il y a Renault évidemment, il y a Dassault Systèmes, il y a Atos, il y a Thales, il y a Orange et il y a JC2Co. D'accord ? Donc on est, je pense que je les ai tous dit. Bref, donc on est 7. Il y avait Eviden et ST Micro aussi. Ah, pardon, ST Micro, donc j'en ai cité que 6, mais j'avais mal compté sur mes doigts. Donc ST Micro et Electronics aussi. Donc ces 7 compagnies, en fait, mettent en commun des ressources sur des sujets dans lesquels elles ne sont pas forcément confortables. Et donc, vont aller chercher des ressources dans les autres compagnies où, là, ces compagnies sont confortables. Et donc, du coup, on fait des projets. Alors, on a une règle qu'on suit plus ou moins, où
les projets n'existent que s'il y a au moins 3 des gros qui sont impliqués, et si on a aussi une start-up, au moins une start-up qui est impliquée. Donc on crée des projets comme ça. Alors, il y a des projets qui sont plus ou moins longs, et tous les ans, on fait un grand projet qui dure 1 an, et un grand projet qui nous amène à Vivatech. Donc là, par exemple, à Vivatech, la semaine dernière, on avait un véhicule. Ça fait 3 ans de suite qu'on monte des véhicules. On avait un véhicule qui était une 4L rouge de pompiers, mais qui avait une spécificité, c'est qu'il y a des drones qui partent de cette 4L et qui vont aller voir s'il y a des feux. Donc il y a de la technologie de Thales pour les drones, il y a de la technologie pour aller voir un peu où sont ces feux et donc comprendre s'il y a des départs de feu. Enfin, il y a des technologies de chacun de ces... on prend le meilleur des technologies de chacun. Exactement, on prend le meilleur des technologies et on crée donc un projet plus ou moins compliqué. Donc là, c'est des projets donnants qui sont compliqués. Sinon, on fait des projets petits où on fait, par exemple, on a fait une borne de recharge qui est moins chère que celle qu'on peut trouver dans le commerce et qui a été faite grâce aux diverses technologies de ces compagnies. On peut imaginer que vous travaillez sur l'IA justement au sein du consortium. Alors tous ces projets, quelque part, c'est Software République. Donc, vous parliez de religion tout à l'heure avec l'IA, là maintenant on parle de République. Ouais, et donc la Software République, c'est beaucoup de software, comme dans son indique. Bon, il y a ST Microelectronics qui amène beaucoup de hardware, mais il y a beaucoup de software. Et le software, aujourd'hui, il est très clair que quand on a des petits drones qui vont aller voir s'il y a des départs de feu quelque part, c'est de l'IA. D'accord ? C'est de la vision, c'est de l'IA. Quand on a des bornes de recharge qui vont se charger au bon moment et qui vont se décharger au bon moment, c'est de l'IA. Donc effectivement, il y a énormément d'IA dans tout ce qu'on fait, dans tous les projets qu'on fait aujourd'hui. Et cet écosystème est voué à s'ouvrir à d'autres acteurs ou il y a, je dirais, une intelligence collective qui va se créer avec d'autres acteurs ? Alors, les autres acteurs qu'on ajoute aujourd'hui au jour le jour en fonction des projets, ce sont des startups. D'accord ? Donc ça, en fonction, on va chercher donc les startups qui sont capables de rajouter encore quelque chose au projet. Rajouter des gros, récemment, on a rajouté Deco, on était 6, on a rajouté JC Deco l'année dernière, donc maintenant on est 7. Est-ce qu'on sera plus ? Peut-être. Ce qu'on veut, c'est effectivement pas créer de concurrence à l'intérieur de ces lieux, donc on ne va pas aller chercher quelqu'un qui est potentiellement en concurrence avec un des 7 partenaires. Et vous parliez tout à l'heure de Vivatech, est-ce qu'il est encore possible de vous surprendre ? Est-ce que parmi les startups que vous faites rentrer dans Software République, par exemple, il y a des choses qui vous ont encore surpris ou des choses que vous trouvez intéressantes dans le domaine des startups ? Intéressant, oui, parce que c'est pour ça qu'on les utilise. Oui. D'accord, donc on va les chercher. Surpris. On fait du scouting, comme on dit, donc on va chercher les bonnes. Surpris, moi j'ai du mal à être surpris aujourd'hui, mais content de voir que l'écosystème est vibrant et qu'on a des choses intéressantes en France en particulier et qu'il y a toujours des entrepreneurs qui font des trucs qui sont incroyables. C'est plutôt sympathique à voir. Maintenant, on les cherche, et on veut les trouver. Est-ce que vous avez suffisamment de recul, de regard un peu sur l'ensemble, côté entreprise, côté acteur de la tech ? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès, je dirais, des projets d'IAGEN en entreprise ? Jusqu'à présent, vu du côté de CIO, le monde informatique, on a l'impression que les entreprises là, sont un peu en mode test and learn. Alors, ça dépend, des secteurs sont plus avancés que d'autres. Il y en a qui sont en POC, il y en a qui sont commencent à avoir des projets. Si vous deviez avoir quelques points clés du succès de projets de l'IAGEN en entreprise ? Alors déjà, il faut comprendre que ces IA génératives, elles suivent exactement la courbe de Gartner. D'accord ? C'est-à-dire, c'est la courbe de hype. La hype cycle. Hype cycle. Donc, toutes les technologies, elles démarrent à gauche de cette courbe de Gartner. Après, il y a le hype. Donc là, effectivement, en janvier-février 2023, c'était le gros hype. D'accord ? En 2 mois, 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT 3.5. C'était la technologie la plus rapidement adoptée dans l'histoire des technologies. N'importe quoi, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Et puis la désillusion. Désillusion, erreur, hallucination. Donc ça descend. Et puis, il y a un rebond et une stabilisation. Donc la courbe de Gartner, elle fait toujours comme ça. Et là, ce qui est remarquable avec les IA génératives en particulier, c'est que elles étaient là, elles ont été rapidement ici, elles ont été très rapidement là, parce qu'on s'est aperçu que ça ne marchait pas très bien. Et déjà, en 18 mois, elles sont arrivées
dans la stabilisation, Donc, et on a des projets. Même courbe, mais avec un cycle qui s'accélère, quoi. Donc 18 mois, c'est absolument remarquable, parce qu'une technologie, d'habitude, quand elle est là, elle met entre 5 et 10 ans avant d'arriver là. D'accord? Donc c'est effectivement remarquable. Et pourquoi c'est remarquable? C'est remarquable grâce au prompt. D'accord? Parce que la facilité d'adoption a été boostée par ce prompt qui est donc facile, parce qu'on utilise le langage naturel. C'est du no-code au low-code. Donc, pour répondre à votre question, en moyenne, en 2023-2024, les entreprises du CAC 40 ont fait 170 POC chacune. D'accord? Ce qui est beaucoup de POC. Okay? Beaucoup de POCs, donc les Proof of Concept. 170 POC. À l'arrivée, donc en 2024-2025, une fois que les POC ont été faits, nombre de projets qui sont vraiment sortis et qui sont donc dans le rebond, 10 en moyenne. Okay? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a appris, dans la désillusion, on a appris aussi que ce n'était pas magique et qu'on ne pouvait pas tout faire avec ces IA génératives, qu'il y avait des trucs qui avaient du sens, des trucs qui n'avaient pas de sens. On a appris que ça coûtait cher. On a appris que, et on va le voir certainement, ça coûtait cher aussi pour la planète. D'accord? Et donc finalement, ce n'était pas forcément à utiliser. Ce n'est pas parce qu'il y a un truc qui brille qu'il faut absolument l'utiliser, même si les ingénieurs, et j'en suis un, donc je peux me critiquer, les ingénieurs, évidemment, veulent pousser pour faire le dernier truc qui brille. Mais donc, on s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait comme ça, mais on est entré maintenant dans une phase où, effectivement, on oublie un peu les trucs génériques à la ChatGPT, blablabla, tous les trucs qu'on a fait dans l'époque. On a tous fait notre ChatGPT, Renault, notre ChatGPT, machin, truc et tout ça, qui étaient des spécialités seulement pour le accompagner. Et on commence à faire donc des choses qui sont beaucoup plus spécialisées pour des cœurs de métier, d'accord? Donc que ce soit pour le design, que ce soit dans les usines, que ce soit pour les cols blancs. Donc on se retrouve à faire des outils, encore une fois, parce qu'on parle d'outils, on se retrouve à faire des outils qui vont être tout à fait faciles à utiliser et qui vont permettre d'augmenter l'intelligence des gens qui vont les utiliser. Et donc c'est pour ça que moi j'appelle l'IA intelligence augmentée, parce que c'est mon intelligence qui est augmentée par cet outil. Cet outil me permet de faire mieux mon métier. Pas forcément plus vite, on a rêvé beaucoup de productivité. On a dit ça va augmenter la productivité de 35%, c'est n'importe quoi. Je veux dire, ces chiffres-là, ce qui m'amuse aussi dans tous les chiffres qu'on entend comme ça, c'est exactement les mêmes chiffres qu'on avait entendus pour Internet en 2002. D'accord? Donc maintenant, on a remplacé Internet par IA, et bon, c'est pareil. Donc, c'est des chiffres d'eau mouillée, on s'en fiche, il ne faut pas écouter ça. On voit juste qu'on peut créer des outils qui vont être des outils tout à fait intéressants, qui vont booster ma productivité, mais pas forcément tel qu'on le conçoit en temps, mais plutôt en qualité. C'est-à-dire que mon travail va être mieux fait, je vais faire des trucs plus intelligents, plus rigolos, plus créatifs, parce que je vais être plus créatif grâce à l'outil. Mais alors la spécialisation nous fait aller vers le sujet de l'IA agentique, des agents IA. Qu'est-ce que vous voyez sur ce secteur? Alors tous les éditeurs proposent de plus en plus, là le mot sur les bouches de tous les éditeurs, c'est l'IA agentique. Ouais. Est-ce que vous pensez que les entreprises, du coup, ils sont prêtes, puisqu'on va de plus en plus vers de la spécialisation, et est-ce qu'elles sont prêtes aussi à laisser entre guillemets, on parle de copilote ou d'IA, d'utilisateurs augmentés, mais là on a l'impression qu'avec les agents on va sur des tâches bien précises qui sont complètement automatisées. Donc est-ce qu'on est prêt à laisser les clés du camion, je dirais, à l'IA, quoi? Alors il faut faire attention, c'est-à-dire qu'aussi on a un rêve et un fantasme sur la complètement automatisé. C'est jamais complètement automatisé. C'est moi qui vais décider que certaines tâches peuvent être automatisées. Donc c'est toujours moi qui contrôle quand même ces trucs-là. Donc ce qui se passe effectivement, on a des agents maintenant, on a des IA qui sont de plus en plus spécialisés, donc ils sont plus petites et plus frugales, on va y revenir certainement. Et donc ces IA, effectivement maintenant, étant donné qu'elles sont spécialisées dans des domaines très particuliers et très 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 fins comme domaine, on va avoir des nouvelles IA ou des choses qu'on va appeler des orchestrateurs qui vont aller orchestrer justement comment ces IA vont faire des tâches les unes après les autres, afin, à la fin, de faire quelque chose qui va avoir l'air automatique, si, encore une fois, j'ai envie de donner ces tâches automatiques. De temps en temps, ça va me demander de faire des trucs, et je vais pouvoir juste dire, oui, là, je veux bien mettre ma carte bleue, ou alors, j'ai mis ma carte bleue en conscience. D'accord? Donc, ce qu'on va voir maintenant... L'enjeu, c'est sur l'orchestration. C'est l'orchestration. Et l'orchestration, en fait, la bonne nouvelle,
c'est que ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que dans les années 90, il y avait des systèmes agents, déjà, ça ne s'appelait pas agentique, parce qu'on n'avait pas ce mot-là, mais ça s'appelait des agents, comme des choses comme Corba et des choses comme ça, pour les plus vieux d'entre nous. Et donc, il y avait déjà ces orchestrateurs. Et donc, aujourd'hui, on est en train de redécouvrir ces orchestrateurs. La différence, c'est que les agents sont beaucoup plus puissants, sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus intelligents, avec tous les guillemets qui vont bien, parce qu'ils sont capables de faire les tâches d'une manière beaucoup plus fine que ce que l'on aurait pu faire il y a 20-30 ans. Vous parliez de frugalité, on va parler d'éco-responsabilité, c'est-à-dire qu'on a eu, nous dans l'IT, on parle de Green IT depuis pas mal d'années. On avait l'impression que c'était quand même la cerise sur le gâteau, que le cœur c'était quand même l'optimisation financière. Et on a eu une vraie prise de conscience là, il y a quelques temps. L'IA, avant l'IA, au moment de l'IA, on a l'impression maintenant que c'est la course à l'armement, il faut les meilleures puces Nvidia, il faut les ressources qui vont bien, la puissance de calcul. Si on rajoute à cela le changement de gouvernance aux États-Unis, on a l'impression que la dimension un peu éco-responsabilité est restée de côté. Alors est-ce que du coup, quand on parle d'IA frugale, c'est essentiellement pour, certes, consommer moins, mais surtout pour que ça coûte moins cher, quoi. Est-ce qu'il y a entre la vraie conscience, je dirais, éco-responsable et la raison financière? Ça va dépendre d'où. Aux États-Unis, effectivement, et surtout dans la Silicon Valley, on s'en fout. Pour être très très clair, moi j'habite depuis 32 ans là-bas. Aujourd'hui, tout ce qui est frugalité, on s'en fiche complètement. On est dans cette course dont vous parlez, course au plus, Stargate, 500 milliards de dollars qui ont été promis par Trump, donc ils n'y sont pas, bon, c'est la bonne nouvelle, mais ça veut dire qu'on va construire et reconstruire et reconstruire des data centers à outrance, et on va en faire des gros, près des centrales à charbon, des centrales nucléaires, des centrales à pétrole. Donc là, c'est le tout CO2 qui est envoyé par Trump. Donc ça, c'est une non-prise de conscience aux États-Unis. En France, en Europe, en France en particulier, on a un peu plus de prise de conscience. Il y a les politiques RSE, il n'y a pas de politique RSE aux États-Unis, donc on s'en fout complètement. Mais il y a les politiques RSE en France, et donc on est un peu plus sensible à ce problème-là. Et on a appris, on sait depuis un petit moment maintenant que les data centers, effectivement, sont consommateurs de beaucoup d'énergie et que ça émet potentiellement du CO2. Donc ça, on le sait depuis longtemps. Ce qu'on sait moins et ce qu'on a commencé à apprendre maintenant, c'est que ces IA, et en l'occurrence les IA génératives, vont utiliser aussi de l'électricité et d'autres ressources au moment de l'inférence, quand on les utilise. Ce qui n'était pas le cas des IA précédentes. Alors les IA logiques, zéro électricité. Les IA statistiques, machine learning, deep learning, ça n'utilisait de l'électricité qu'au moment de la création des modèles. Mais au moment de l'inférence, ça utilisait pratiquement rien. Là, aujourd'hui, parce que les requêtes sont complexes, parce que ça amène des énormes modèles, maintenant, à l'inférence, ça utilise non seulement de l'électricité, mais aussi de l'eau. Et donc, un truc qu'on sait moins, c'est que par exemple, alors ça dépend du type de requête, ça dépend de la complexité des requêtes, mais entre, disons, 10 et 30 requêtes ChatGPT, c'est 1,5 litre d'eau, plouf, qui disparaît. Il y a des millions de requêtes ChatGPT qui sont faites tous les jours pour tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Starter pack. Oui, le starter pack. Etc. Donc ça ne sert à rien, d'accord ? Mais ça pète la planète. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des millions de litres de flotte qui disparaissent. Alors l'eau, bon, il y a des pays où on s'en fiche, mais il y en a d'autres où on s'en fiche moins. Donc il va falloir avoir cette prise de conscience. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, quand on va parler des IA agentiques, il y a des IA qui sont plus petites, quand elles vont être plus spécialisées. Elles vont être par définition aussi plus frugales, parce qu'elles utilisent des modèles qui vont être plus petits. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, donc c'est plus frugal. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas obligé d'utiliser le cloud. D'accord ? Donc là, quand je vous parle de data center, je vous parle de cloud. Il y a aujourd'hui des dizaines, des centaines de modèles open source qui sont utilisables et qui sont justement fine-tunables et sur lesquels on peut faire du RAG, qui vont nous permettre de spécialiser donc, ces IA et donc de ramener potentiellement ces IA à la maison. Au traitement local. Donc on-premise et même peut-être sur vos téléphones un jour. Oui, on retrouve en fait les infrastructures informatiques où on va avoir du traitement local, de l'edge et du cloud. Et juste un mot sur, on en a beaucoup parlé il y a quelques mois, c'était le phénomène DeepSeek, hormis le fait qu'il soit chinois, mais
Est-ce que c'était un modèle frugal, je dirais. Ouais. Est-ce que, Alors, pour un connaisseur, quel retour vous avez là-dessus? il faut faire attention parce qu'on ne sait pas tout. Mmh. D'accord? Donc, on ne sait pas exactement comment a été créé le modèle. Okay? Donc, On nous a raconté une belle histoire. Voilà, bon, ça c'est un peu flou, on va dire. On parle de distillation. Moins distillation, ça s'appelle un peu copie. Hein. Donc, bon, bref, on ne sait pas comment il a été créé, mais ce n'est pas très grave. La réalité, par contre, c'est qu'au moment de l'inférence, donc au moment où on l'utilise, c'est malin. Mmh. Et en fait, je suis un peu déçu parce que c'est malin à la française. C'est-à-dire qu'on aurait dû, nous les Français, on aurait dû faire ça. C'est-à-dire que c'est un peu, d'ailleurs, ce que fait Mistral et ses compagnies qui essayent d'être un peu plus frugales aussi dans leur modèle. Mais DeepSeek est excessivement malin dans la façon dont il fait ses recherches au moment de l'inférence. Donc j'aurais bien aimé que ça soit français, mais bon, c'est chinois. Et oui, c'est un peu plus frugal que son père, qui est ChatGPT. Encore par l'IA, surtout d'IA chinoise, impossible de ne pas parler de souveraineté. Alors il y a eu pas mal d'annonces. Il y a déjà eu la stratégie nationale sur l'IA auquel vous avez contribué, le plan France 2030, il y a eu le grand plan, là vous parliez des data centers, de déploiement des data centers en France. Et puis là dernièrement, il y a eu le partenariat Mistral et Nvidia. Est-ce qu'on est en train de, je dirais au moins dans la parole et dans l'impulsion, de rattraper le retard qu'on pouvait avoir? Quand je parle de retard, c'est vis-à-vis des mastodontes américains. Est-ce que cette volonté, cette impulsion peut nous permettre de reprendre un peu les rênes? C'est mieux de le faire que de ne pas le faire. Mmh. D'accord. Donc quand on annonce 109 milliards, quand Macron annonce 109 milliards au mois de février pour des data centers et l'IA en général, c'est très bien. Mmh. D'accord. On va pas se plaindre. Maintenant, on ne sait pas exactement comment ils vont être répartis. On ne sait pas exactement où est le guichet, où je peux aller frapper à la porte pour avoir des morceaux de ces milliards. Mais bon, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on dise qu'on va effectivement financer des choses qui vont être autour de l'IA à des hauteurs qui sont quand même importantes. 109 milliards, c'est pas 3 francs 50. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, quand on parle de souveraineté en particulier. Quelle est votre définition de la souveraineté? Parce que... La souveraineté, ça veut dire que j'ai le contrôle et je fais ce que je veux dans mon pays et personne d'autre peut venir mettre son nez dedans. Mmh. Et donc aujourd'hui... Donc ça peut être à partir de solutions américaines? Ben non. Ou d'autres? Parce que personne d'autre met son nez dedans, ça veut dire que les Américains ne mettent pas son nez dedans, leur nez dedans. Moi, je suis américain aussi, donc je pourrais venir mettre mon nez n'importe où. Et en fait, toutes les solutions qu'on a aujourd'hui souveraines ne le sont pas. Mmh. Parce que les Américains... Elles sont hébergées ici, peut-être, machin, mais surtout mais c'est pas grave. Parce qu'il y a le Data Act des États-Unis qui fait que s'ils ont envie, ils peuvent venir sniffer ce qui se passe ici. À partir du moment où c'est une société américaine qui est, même si elle est maquée, avec une société française. Donc, la souveraineté, c'est pas ça. La souveraineté, c'est peut-être Scaleways. D'accord. Donc, ils sont complètement français et ils ont des data centers en France. Et apparemment, il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas de Russes, il n'y a pas de Chinois, d'accord, dedans. Donc, la souveraineté, ça serait ça. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est très, très compliqué d'avoir des IA souveraines parce que c'est très, très compliqué d'avoir des data centers souverains. On a déjà perdu en partie la bataille du cloud. Donc Alors, on a perdu la bataille du cloud parce que le cloud... parce que Internet, on va dire, est américain. 70% d'Internet est américain. Donc, ça penche du côté de la côte ouest. Toutes les IA dont on parle aujourd'hui, comme on parlait d'OpenAI, de Google, de Microsoft, enfin toutes les IA que vous pouvez imaginer, c'est des IA de la côte ouest, d'accord, qui vous parlent comme un petit écolier de la côte ouest. C'est-à-dire que si vous lui posez une question, encore une fois, c'est statistique, donc des fois, il va déraper parce que les données sont de toute façon biaisées, quoi qu'il arrive. Mais bon, bref, si vous lui demandez qui a inventé l'aviation, il va vous répondre que c'est les Fairwright en 1903.
Alors que nous, ici, on sait que c'est Clément Ader en 1890, 13 ans avant. Il n'y a pas la date. Mais c'est en bête biaisé, quoi. C'est biaisé américain, parce que 70% du net est américain. Et c'est biaisé masculin aussi. C'est biaisé masculin, c'est biaisé dans tous les sens. Donc c'est pour ça que de toute façon, je dis moi aujourd'hui qu'il faut assumer le biais. Ça veut dire quoi qu'il faut assumer le biais? C'est qu'il faut assumer de biaiser une IA française et de dire qu'elle va répondre comme un petit écolier français. Et donc biaisons les données pour éliminer celles qu'on n'a pas envie de voir et biaisons pour faire en sorte d'avoir une IA française, biaisons pour avoir une IA africaine, biaisons pour avoir une IA singapourienne, biaisons pour avoir des IA qui vont être complètement représentatives de la culture des pays pour lesquels elles vont être souveraines. Alors le nerf de la guerre, c'est aussi le financement. Et on peut être une belle pépite française et de plus en plus avoir une montée en puissance de fonds américains au sein de son capital. De toute façon, si le problème n'est pas technologique, il sera financier ou de compétences. Le problème n'est pas de compétences, parce que nous, les Français, en fait, on est les meilleurs. On est les meilleurs du monde. Mais est-ce qu'on sait les garder? Alors, on ne sait pas forcément les garder, mais il y en a quand même dans les pépites qu'on voit aujourd'hui, QTI, Mistral, même si peut-être qu'ils sont un peu plus américains que français aujourd'hui, mais dans les créations de boîtes, dans les créations de valeurs, dans les créations de technologies, les Français sont les meilleurs et resteront les meilleurs parce qu'on est les meilleurs en mathématiques. Et il se trouve que l'IA, c'est que des mathématiques. Et oui, aujourd'hui, ils sont beaucoup dans la Silicon Valley. Vous êtes dans la Silicon Valley? Moi, je suis dans la Silicon Valley, le Mequin est dans la Silicon Valley. Donc, on est beaucoup dans la Silicon Valley, mais c'est... Pardon, c'est les vieux comme moi qui sont dans la Silicon Valley. Les nouveaux, depuis 2013, depuis que Fleur Pellerin a créé la French Tech, on reste de plus en plus en France. Et c'est très bien comme ça, parce qu'on peut créer des pépites en France. Mais le problème, effectivement, c'est que passer de la start-up à la scale-up, là, ça devient compliqué. Et donc, vous parlez de financement, et effectivement, le problème, il n'est pas dans les compétences. Le problème, il n'est pas dans la technologie. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est effectivement dans les financements. On est incapable, aujourd'hui, de financer quelque chose à plus de 100 millions de dollars. D'accord ? Et malheureusement, pour pouvoir créer ces IA dont on parlait, il faut énormément de cash, il faut énormément de capacité de calcul, il faut énormément de données. Et pour ça, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Et quand on parle beaucoup d'argent, on parle de centaines de millions. Et ça, aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible, juste en France ou en Europe, d'avoir des fonds qui sont capables de mettre 100 millions de dollars sur la table. C'est juste pas possible. Et c'est dommage, parce que l'argent, on l'a. Alors bon, je ne vais pas commencer à vous parler, à vous, Français, de vos retraites, et puis de vous dire qu'il faudrait capitaliser tout ça et utiliser vos retraites pour financer les startups, parce que vous allez m'écharper. Mais par contre, on sait qu'il y a 600 milliards dans le livret A. 600 milliards, c'est pas mal. On sait qu'il y a 1600 milliards dans les assurances vie. C'est pas mal. Alors vous allez me dire, on ne peut pas y toucher. Mais bon. On pourra titrer, Luc Julia préconise d'utiliser les livrets A pour financer l'IA. Bah, oui. Mais en fait, vous êtes relativement, je dirais, tout est relatif, positif en fait sur la souveraineté. C'est pas complète, mais on va dans le bon sens. En fait. On peut, si on veut, on peut créer des IA souveraines, on peut créer même des clouds souverains à un moment donné, si on veut. Mais il faut arrêter de jouer avec le feu, et le feu, en l'occurrence ici, c'est les Américains. C'est les Américains. Dernière question, Luc, je peux vous demander quelle question vous aimeriez vous poser à vous-même, ou quelle question ne vous a-t-on jamais posée? Bon, je ne sais pas si on m'a jamais posé la question, mais la question que j'aimerais bien qu'on me pose, c'est quoi la prochaine IA? C'est quoi demain? Alors, je ne suis pas devin et je ne suis pas Elon Musk, mais ce serait intéressant de savoir vers où on va. Est-ce qu'on va avoir un duo quantique-IA qui va nous faire encore une fois briser le plafond de verre? Alors bon, le quantique, je pense que c'est compliqué. Par contre, ce dont je suis persuadé, c'est qu'on va avoir des IA que j'appelle des IA hybrides, qui vont être des IA où on va se retourner un tout petit peu vers le passé, et on ne va pas faire table rase justement du passé, on va essayer d'apprendre, de réapprendre ce qui s'est passé dans le passé, même peut-être jusqu'aux IA logiques, d'accord, et essayer d'injecter ça dans ces IA statistiques pour avoir quelque chose qui est nativement plus frugal, qui est nativement plus pertinent. Et donc je pense que
Vous savez, depuis 1956, parce qu'officiellement donc, les IA sont apparus en 1956 et donc il y a eu différentes vagues depuis. Et je pense que la prochaine vague va être une prise de conscience donc, de cette frugalité dont on a besoin, dont je parlais tout à l'heure. Et on va trouver des moyens de faire ces hybridations afin d'avoir des meilleures IA, meilleures dans tous les sens, aussi bien donc, au niveau de la pertinence qu'au niveau de la frugalité. Très bien, merci Julia pour cet éclairage, enfin, cette démystification de l'IA et vraiment sur l'IA appliquée. Rappelez-nous le titre de votre ouvrage. Alors, le premier qui est rigolo, c'est l'IA n'existe pas. Donc celui-là, c'est juste pour montrer que c'est démystifié complètement et arrêter de parler de l'IA en racontant n'importe quoi. Il date de 2019, donc il date un peu maintenant. Et le tout dernier, il s'appelle IA générative, pas créative, parce que les IA ne créent rien, les IA n'inventent rien et les IA sont foncièrement stupides. Très bien, on mettra le lien pour les auditeurs, enfin les spectateurs de ce webcast. Merci à vous, Julia. Avec plaisir. Et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain grand thème. CIAE, le monde informatique.